Chapitre 2. Je revois, dans une rue calme, des gens surgir soudain en courant et en criant. Je revois une femme échevelée essayer en vain d'échapper à ces poursuivants qui s'abattent littéralement sur elle. Et alors, pendant plusieurs minutes, des mouvements indistincts, des remous, des gestes qu'on ne comprend pas de loin, un silence quasi respectueux, comme pour une exécution, rompu seulement par les lamentations de celle qui n'a plus la force de se débattre. Cependant, parmi tant d'êtres vêtus, un corps apparaît tout nu, plus crûment nu que partout ailleurs dans la froide lumière de la rue. Sur le gris dur des pavés, et les rires se figent, les regards ne peuvent se détourner du triangle sombre, tranchant sur le ventre blême. Des gamins, comme moi, se faufilent, malades d'émotion. Une commère armée de ciseaux coupe au ras du crâne les cheveux de la femme quand, force à se lever, à marcher le long des maisons, tandis que 100 personnes lui font cortège. À ce moment-là, on ne se demandait pas si c'était tragique ou bouffon, ni quelles seraient les réactions du soldat, qui, dans 2 ou 3 jours, retrouverait sa femme sans cheveux et apprendrait ainsi qu'elle s'était donnée aux Allemands. Chaque semaine voyait se dérouler des prises d'armes, des cérémonies patriotiques, et dans toutes les fermes, les cochons s'appelaient Guillaume. Danse, luisant et prospère monstrueux, poupon de 130 kilos dans son uniforme neuf, faisait la tournée des petites villes, et sous son nom de chanteur comique, on pouvait lire « Ancien prisonnier des Allemands ». Était-ce vrai? Était-ce faux? Déjà on ne savait plus, et du moment que c'était imprimé, que les autorités laissaient faire, les autorités n'en savaient d'ailleurs pas davantage et avaient assez de travail à organiser des cortèges pour étancher la soif d'héroïsme des civils. Dans sa librairie, d'ailleurs, Danse ne restait pas inactif. D'une écriture appliquée sur de somptueux vélins, il écrivait des poèmes, Ode à Albert Ier, Ode à Foch, Ode à Clémenceau. Était-ce un grand naïf ou un grand malin? Toujours, est-il qu'il ne se mettait pas en peine d'un éditeur et n'essayait pas d'atteindre le public des... Ces odes, il se contentait de les copier à quelques exemplaires, de les orner d'arabesques, de drapeaux, de fleurs dessinées, de lettrines, comme des incunables ou des compliments du jour de l'an. Lors, ayant l'expérience de ces choses, il les envoyait avec une lettre respectueuse aux intéressés. Le roi Foch, Clémenceau, tous les autres, tous ceux qui venaient d'entrer dans l'histoire. Sous sa signature, il n'omettait pas la mention « Victime civile des barbares », si bien que quelques semaines plus tard, il recevait de larges enveloppes officielles. « Monsieur, Sa Majesté a été très sensible à... » Ces lettres d'homme illustre venaient orner sa vitrine de bouquiniste entourée de rubans aux couleurs nationales, et en 1933, quelques jours avant son triple crime, il devait publier la liste de toutes les attestations reçues de la sorte, qui n'occupent pas moins d'1 page de journal. En attendant, je devenais à 16 ans son confrère,
non encore en journalisme, mais en librairie. La mort de mon père m'obligeait à travailler, et pendant un mois, je fis commis dans une librairie cabinet de lecture dont mes camarades du collège étaient les clients et d'où je devais me faire renvoyer pour irrespect à l'égard du patron. C'était toujours la période patriotique. Les femmes portaient des bonnets de police et en discutaient de la part du combattant, de chevrons, de tranchées et de décorations, quand un matin, sans raison, simplement parce que je passais devant un journal, je me décidai à entrer et à demander une place de reporter. J'avais 16 ans et quelques mois, le lendemain, je prenais mes fonctions et dès lors, j'allais 100 fois par an monter au fort de l'Enceint derrière les délégations les plus variées. Conseil municipal de Paris, maire américaine, Négus d'Éthiopie ou prince Hirohito, roi d'Italie, président du conseil, de n'importe où, cérémonie immuable, cortège d'auto depuis la gare pavoisée, puis cette route interminable vers le fort héroïque et le discours de son commandant, le retour par la fabrique d'armes de Estal, champagne d'honneur, et l'arrivée triomphale à l'hôtel de la ville, linge debout. Puis, j'appartenais au journal le mieux pensant de la ville, et j'étais le plus jeune des journalistes. Il me souvient encore que pour le premier dîner officiel auquel j'assistais, j'empruntais non pas un smoking que je jugeais vulgaire, mais une jaquette grise que je ne suis pas sûre de n'avoir pas accompagnée d'une cravate blanche et de gants beurre frais. Or, à quelque temps de là, au cours d'un grand déjeuner qui s'intitulait « Je crois déjeuner de la cité ardente », je me dressai brusquement à la table d'honneur où je me trouvais avec mes confrères pour lancer à haute et intelligible voix « Moi, je fous le camp, on s'émerde ». Après quoi, un vide immense. Quand je m'éveillai, j'étais dans mon lit, la tête grosse et sonore comme un tambour. Un peu plus tard, je trouvai ma mère qui sanglotait et mon frère qui me regardait avec épouvante. « Que se passe-t-il » demandai-je d'un ton dégagé. « Tu ne sais pas que des voisins t'ont ramassé sur le seuil à 6 heures du matin et qu'il a fallu 3 personnes pour te porter dans ton lit ?» Non, je ne savais pas. Et j'examinai avec stupeur un énorme poignard qu'on avait, paraît-il trouvé dans la poche de ma gabardine. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Est-ce que je savais, moi, on m'aurait affirmé que j'avais tué quelqu'un, que je l'aurais cru. Avant tout, je me précipite au journal avec l'idée de téléphoner à mes confrères pour me renseigner sur mes propres faits et gestes. Dans le couloir, je rencontre le concierge qui hoche la tête avec désespoir. « Mon Dieu, comment avez-vous pu faire ça ?»« Faire quoi ?» Vous ne savez pas, c'est une catastrophe. Et j'apprends que je suis arrivée au journal sans chapeau, une canne cassée à la main, vers 5 heures de l'après-midi et que, là, j'ai vomi tout ce que je pouvais. Le patron s'est occupé de moi, a essayé de me faire boire du café chaud, ce qui est classique. Mais, ce qui l'est moins, c'est que je lui ai lancé ce café à la tête en hurlant. « Vous êtes un grand lâche et un faux frère. Parfaitement, je sais ce que je dis. » Maintenant, il m'attend comme de juste. Il commence par me mettre à la porte. Puis, il me rappelle, car
C'est un brave homme. M'annonce qu'il fera un nouvel essai avec moi. Mais quand ne m'enverra plus à des banquets. Là-dessus, un confrère me téléphone. Ça va mieux? Tu as retrouvé ta danseuse? Ma danseuse? Tu ferais bien de passer au Trianon pour t'excuser. M'excuser de quoi? Téléphone à Desblois, c'est lui qui a fait des mélanges dans ton verre. Il ne savait pas que l'effet serait aussi foudroyant. Il t'a suivi tout l'après-midi. Desblois? Eh oui, je le connaissais à peine. Il était plus âgé que moi, 30 ans au moins, et il portait des pardessus cintrés qui m'éblouissaient. Jonglait en marchant avec un Jean à pomme d'or, un beau garçon, aux traits fins, aux moustaches retroussées, aux gestes un tantinet précieux. Non seulement il était mon aîné, mais il avait fait du journalisme à Paris. Et à Liège, il écrivait un billet quotidien signé Vinicius. Allô, Desblois? Dites, mon vieux, il paraît qu'hier, petit à petit, les vides de ma mémoire se sont remplis, comme les cases d'un loto, et j'ai tout appris. Qu'en sortant du banquet, au milieu d'un silence glacial, je me suis précipitée vers le théâtre du Trianon, où il y avait matinée et que j'ai fait irruption dans les coulisses. Que je m'y suis lancée à la poursuite d'une danseuse et que j'ai traversé la scène derrière elle en gueulant. Puis que, si j'avais su que t'étais si gosse, fait un Desblois méprisant. Pour me calmer, il m'a emmenée dans une maison close où il a des amis et c'est là, paraît-il, que j'ai chippé le poignard, après avoir déchiré une robe ou une chemise. Peu importe, c'est passé. On ne m'a pas mis à la porte. Et j'en serai quitte pour supporter jusqu'à la fin de mes jours les reproches de ma mère. Vexée, surtout que j'ai été ramassée par des voisins. Ce qui compte, c'est que me voilà désormais l'amie de Desblois et que notre rédaction étant proche, nous allons faire chaque jour le chemin qui nous sépare de notre quartier. Lui maniant noblement sa canne et regardant les passants avec impertinence sans s'arrêter de lancer des vérités premières. Moi empressé et admiratif, tout en moins jusqu'au jour où, sans cesse nous allons nous retrouver au pèlerinage à l'enceinte, aux visites de nobles étranges à la fabrique d'armes, aux cérémonies de l'hôtel de ville, au congrès des anciens combattants, aux défilés en musique et aux conférences patriotiques ou littéraires. À l'occasion, l'un de nous ira pour les deux et téléphonera le lendemain matin à son confrère. « Tu comprends ?» me dit Desblois. « À Paris, nous étions autrement organisés. Je me souviens que Clémenceau me disait un jour « Tu connais Clémenceau ?» Parbleu, on a travaillé dans le même bureau. Un bon type. Au fond, je ne sais pas combien de fois j'ai dîné avec lui, rue du Croissant. Je disais même à Tardieu. Je ne veux pas me vanter, mais je jure que malgré tout j'étais déjà un peu sceptique. Et pourtant, je ne faisais encore aucun reproche, aucun rapprochement avec Hyacinthe Dance, qui affichait à sa vitrine les lettres du roi Albert, de Poincaré et de maintes personnalités. Des années et des années après, Dance, ayant tué Maurice Garçon, devait répéter souvent au cours de sa plaidoirie le mot paranoïaque. Et à Paris,
Vers la même époque, Deblow, ayant tué lui aussi, je crois que son avocat, ne se fit pas faute de se servir d'un argument identique. Tu comprends? Ici, ils ne connaissent rien au journalisme, ni à quoi que ce soit. Ils parlent de la guerre sans se douter que nous, au deuxième bureau. Ah, tu étais? Parbleu, tiens, je me souviens qu'un soir, en dînant, Elisabeth m'avouait, mon petit Deblow, il faut que... Pardon? Quelle Elisabeth? La reine? J'avais 16 ans et demi. 10. Vous comprenez? J'écoutais, je regardais avec un certain respect cet homme qui buvait des apéritifs à l'eau, alors que je me contentais de bière. Un jour, il m'épata pour de bon. Il m'avait conduit à nouveau dans cette fameuse maison, close, dont je ne me souviens même pas, tant la première fois j'étais ivre. Il n'entrait pas là, furtivement, en rasant les murs comme je l'avais toujours vu faire, mais au contraire, il émettait une certaine ostentation. Et cela ne lui eût pas déplu de se faire photographier sur le seuil. Le sombrero rejeté en arrière, les mains dans les poches, la quinte s'appuyant sur l'épaule comme un sabre, la cigarette collée à la lèvre inférieure, il poussait du pied la porte du salon des glaces et grommelait à l'adresse de la patronne. Ça va? Et vous, monsieur Ferdinand? René en nom? Fais-nous servir à boire. Appelle donc quelqu'un pour tenir compagnie à mon ami. Lui, désinvolte, pénétrait dans la coulisse. Je l'entendais plaisanter dans une pièce quelconque où se tenaient les femmes. Puis, il montait à l'étage où René n'était pas encore levé. « Tu es un ami de Ferdinand ?» me demandait la femme en chemise qui venait s'asseoir à côté de moi sur la banquette de velours violet. « C'est vrai qu'il veut amener René en Espagne? Je ne sais pas. » Elle n'avait pas besoin de m'observer longtemps pour s'apercevoir que je ne savais pas grand-chose. « Qu'est-ce que tu bois ?» Deblow redescendait, comme chez lui, ouvrait un placard et se servait du vermouth. Puis, à mi-voix, il discutait avec la patronne et je comprenais qu'il parlait d'argent. Si elle te le dit, c'est qu'elle n'a pas fait plus. Enfin, il s'asseyait et la conversation devenait générale. Il parlait du journal, des événements en cours, en homme qui connaît tous les dessous. Et les pensionnaires venaient s'asseoir les unes après les autres autour de lui. Vous croyez qu'on prendra le Kaiser? Car c'était encore une des préoccupations de l'époque. Et le Mark, mon ami est allé la semaine dernière en Allemagne où il a acheté une montre en or pour 30 francs. Deblow était insensible à tant de cuisses nues et aux seins qui s'échappaient parfois des chemisettes. Je vis René qui descendait, une femme assez forte et brune et velue, à la voix un peu rauque. Elle commanda immédiatement à boire. 1 heure plus tard, dans la rue, il m'expliquait, non son orgueil. Si je te disais qu'elle me rapporte plus que ce que je gagne au journal, c'est pour cela que je voudrais l'installer à Barcelone. Là-bas, c'est encore meilleur qu'ici. 1 mois après, il m'annonçait calmement. Viens voir mon imprimerie. Ce n'était pas un bluff. Il avait monté une imprimerie et il possédait des machines, des ouvriers, des correcteurs, tout en n'abandonnant pas ses fonctions au journal. Écris-moi un roman et je te le publie. Ce n'était pas un bluff, non plus. Des romans, il en publia 2 ou 3 de jeunes auteurs. Et la présentation de ses bouquins nous émerveillait par son modernisme. Seulement, il publiait aussi une revue publique, politique. En collaboration avec un étranger, et un beau jour, il nous déclarait « On m'oblige à fermer. » Qui? 2e bureau. Cette fois, je crois que c'était vrai,
car j'ai retrouvé plus tard le nom du collaborateur de Deblow sur la liste des suspects de la plupart des pays occidentaux. Dance et Deblow ne se connaissaient pas encore, ou plutôt, Dance devait lire à l'occasion les articles signés. Vinicius, tandis que Deblow, comme tout le monde, jetait un coup d'œil sur les vitrines équivoques du bouquiniste. Or, s'ils étaient destinés l'un et l'autre à tuer à quelques mois de distance, ils devaient aussi à quelques semaines d'intervalle accomplir un geste semblable. Tous deux étaient de bonne famille. L'un avait fait ses études chez les jésuites, l'autre les avait poursuivis au lycée. Pour chacun une brave femme de mère appartenant à cette petite bourgeoisie où l'honnêteté est quasi janséniste. Pendant la guerre, Dance fréquente la commandanture. Après la guerre, Deblow monte une imprimerie avec l'argent d'un gouvernement étranger. Dance collectionne patiemment les attestations de hauts personnages et écrit des poèmes cucus à force de conformisme. Au même moment, Deblow, chaque jour sous la signature de Vinicius, fait dans son journal de la poésie de Mirliton et dans le privé ne parle que de ses relations avec les puissants du jour. Deblow a été marié, jadis, et a divorcé. Dance divorce à son tour. Dance pendant la guerre se servait de son passeport mystérieux pour attirer chez lui les gamines. Deblow loue un pied-à-terre non loin de l'école moyenne des filles, guette les élèves à la sortie et les attire par la perspective d'apéritifs bariolés et de pâtisseries. Cela n'empêche pas Deblow de partir un beau matin pour Barcelone, en compagnie de René, et de l'installer dans une maison de là-bas où elle lui rapportera 2 ou 3 fois plus que par le passé. À peu près, dans le même temps, Hyacinthe Dance fait un voyage dans le midi de la France et s'il est parti seul, il en revient en compagnie d'une femme. Ce n'est pas René. Ce serait trop beau, ce serait du roman. Mais c'est une de ses pareilles, une tâcheronne de maison close que Dance installée à Liège et qui l'ira voir comme l'autre allait voir sa maîtresse. Chez l'un comme chez l'autre, y a-t-il de l'amour? Je ne me charge pas de répondre. Dance en tout cas tuera sa maîtresse le jour où elle décidera de le quitter. Et quand Deblow descendra Tejalda à coups de revolver dans un meublé de la rue de Maubeuge, ce sera parce que l'Espagnol lui aura pris sa femme. À cette époque-là, je ne savais pas encore. Personne ne savait, pas même les intéressés. 3 fois par semaine, j'allais chercher des livres chez Dance et je discutais avec lui des nouveautés parues. Ou encore, je rusais pendant des heures pour lui acheter à bas prix une édition originale. Il était cabotin, en diable, et je parierais qu'il étudiait ses jeux de physionomie devant la glace. Par contre, il y avait un détail gênant dont je m'étais avisée parce que j'étais à l'âge où ces choses-là n'échappent pas. Pour vivre parmi ces livres poussiéreux, il avait adopté le tablier blanc. Or sa main sous le tablier était toujours dans la poche, et je trouvais à son sourire une humidité équivoque. On continuait à monter au fort de l'Enceinte, à faire défiler les régiments, et les anciens combattants organisaient des cortèges, tandis que la police commençait, par-ci par-là, à arrêter les agents d'un communisme dont on ne savait presque rien. Mon premier roman était juste écrit